Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit Éric Rolland, un passionné de chasse sous-marine qui a exploré, on peut le dire, presque tous les fonds marins de la Caraïbe et qui vient de commettre aux éditions CITEP, un livre sur le poisson-lion. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques. Et merci d'être avec nous. C'est le premier ouvrage, on peut le dire, qui paraît en français sur le poisson-lion. Et j'allais presque dire, il était temps. Oui, j'ai été très satisfait de faire cet ouvrage parce que dès lors que je me suis passionné pour le sujet du poisson-lion, on expliquera tout à l'heure pourquoi, j'ai constaté que tout ce qui était publié était surtout la production d'œuvres scientifiques d'origine le plus souvent américaine. Et j'ai eu moi-même quelques difficultés à compiler tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet ouvrage en français qui s'adresse au grand public, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il y a besoin de communiquer. Alors, on va communiquer justement, poisson-lion, rascasse volante. En République dominicaine où j'étais passé, on appelle ça même le poisson du diable. Oui. D'où vient ce poisson qui était inconnu dans nos eaux, en tout cas en Guadeloupe et en Martinique, jusqu'à maintenant? Comment il a été introduit? Alors, c'est un poisson qui vit naturellement dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et comme il est magnifique, il a fait l'objet d'un commerce florissant en aquariophilie. Et il est arrivé dans les eaux de l'Atlantique au large de la Floride pour son premier signalement en 85, probablement à cause d'un lâcher d'aquarium. C'est-à-dire que l'hypothèse la plus commune, c'est qu'un aquariophile aura pris en grippe son poisson lion, soit parce qu'il se sera piqué à l'occasion d'une manipulation lors d'un nettoyage d'aquarium, soit parce qu'il en aura eu assez de le voir tout manger dans son aquarium, et puis pensant bien faire, il lui aura rendu sa liberté en déclenchant une catastrophe. Alors il y a plusieurs thèses autour de cela, on dit même qu'il y a un aquarium qui aurait été détruit en Floride lors d'un cyclone. C'est exact, le cyclone Evans en 92 a détruit un aquarium en Floride qui était à proximité de la mer et la vague aurait emporté avec elle les poissons-lions qui se trouvaient dans les aquariums à ce moment-là. Mais comme ça date de 92 et que les premiers signalements documentés remontent à 85 et même pour certains officieux antérieurs, on peut dire que l'origine de l'invasion, elle est multiple et de toute façon c'est une question d'aquarium en amont. Vous avez prononcé un mot qui m'interpelle, invasion. Oui, alors le poisson-lion est ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante. Le fait que l'espèce soit exotique, en soi, ne serait pas grave si elle vivait sa petite vie toute seule dans un territoire qui n'est pas le sien, sans causer de dommages autour d'elle. Le problème de ce poisson-là, de cette espèce, c'est qu'elle est envahissante. C'est-à-dire qu'elle a trouvé dans le milieu caribéen des conditions de température, de nourriture et de développement qui font qu'elle a une prolificité phénoménale. C'est son mode de reproduction qui lui a permis de coloniser en 30 ans tout le bassin caribéen, depuis le nord de l'État de New York jusqu'à Trinidad et Tobago. J'ai vu un chiffre qui est effrayant, 30 000 œufs pondus tous les 4 jours par des femelles. Elles sont méchamment prolifiques. Alors ça, vous pouvez le dire. Effectivement, c'est le chiffre qui circule le plus fréquemment. Les poissons-lions ou lionnes ont cette capacité de se reproduire tous les 4 jours, mais c'est pire que ce que vous imaginez. C'est toute l'année et c'est également très tôt dans leur vie de femelles, c'est-à-dire que dès 1 an d'existence, elles sont déjà capables de se reproduire, ce qui n'est pas le cas des autres poissons de récif. Donc tous ces qualités reproductives cumulées font que même si la mortalité des œufs est énorme, c'est un poisson qui se développe à une vitesse fulgurante. C'est un petit tsunami sur la biodiversité. Mais de la Floride jusqu'aux Antilles, elle circule comment? Elle se laisse porter par les courants? Alors, le poisson lui-même n'est pas très mobile. Il est sur son territoire de chasse, il fait le vide autour de lui, mais il ne se déplace pas beaucoup. En revanche, quand il pond ses œufs, les œufs sont enveloppés dans un espèce de mucus répulsif qui protège les œufs au début de leur vie et qui sont emportés au gré des courants et des vents à la surface de la mer, dans le sens dans le sens du courant, dans le sens du courant ou du vent ou du clapot, et ils se dispersent progressivement pendant toute la période larvaire. Enfin, avant de devenir une véritable larve, il y a toute une période qui s'appelle j'ai un creux, démersaut. Et dès que le poisson devient une larve, à ce moment-là, il colonise le récif qui se trouve à proximité, c'est-à-dire qu'il descend, il s'abrite,
et il se met à l'affût, et là il commence son travail dévastateur, puisque il se met à manger tout ce qui se présente devant lui et qui est à sa taille, des petits crabes, des petites langoustes, des bébés crevettes, des alevins d'autres poissons. Oui, et d'ailleurs, vous le dites dans le livre, c'est un prédateur absolument incroyable. Oui. Alors, comme c'est un poisson qui a une croissance rapide, pour nourrir cette croissance, il mange beaucoup. Oui. Toute la journée. Et il mange de tout. Et de tout. Et tout ce qui se présente devant lui. Et en faisant ça, non seulement il enlève beaucoup d'animaux sur le récif qui l'entoure, mais ces espèces qu'il avale, il les empêche de se reproduire, puisqu'il les mange le plus souvent quand elles sont encore petites, c'est-à-dire à l'âge juvénile. Et il prive également les prédateurs naturels de proie. Donc il a un effet domino phénoménal sur toute cette masse de biodiversité récifale, avec des impacts importants. C'est que quand il cible les juvéniles des poissons comme les poissons perroquets, qui sont des poissons qui nettoient les coraux, il pose un préjudice aux coraux eux-mêmes, puisque les algues qui poussent sur les coraux seront moins nettoyées, et les coraux donc plus sujets à mourir ou à maladie. Dites-moi, c'est une menace redoutable pour la biodiversité? Alors, c'est une menace redoutable qui est identifiée, mais qui n'est malheureusement pas perceptible aujourd'hui, parce que ça se passe sous l'eau. Pourquoi elle n'est pas perceptible? Oui, parce que ça se passe sous l'eau. Ça se passe sous l'eau, c'est-à-dire que le grand public ne se doute pas de ce qui se passe sous l'eau, alors qu'il voit la mer bleue. Il ne sait pas qu'il y a un véritable combat entre toutes ces espèces qu'il ignore. Oui, mais on commence à le savoir avec des hommes comme vous, des plongeurs, des pêcheurs. Eh bien oui, je suis bien content que ça commence à se savoir, mais ça ne se sait pas encore assez. Oui. Il faudrait que chacun apporte sa contribution sur ce sujet, en s'intéressant au sujet, en n'ayant plus peur forcément de ce poisson exotique et qui est pour moi plus fascinant que terrifiant. Et puis, comme tout le monde commence à le savoir, c'est un poisson qui se mange. Donc il faut absolument y goûter, parce qu'à ce moment-là, on va en parler tout à l'heure. Mais vous dites plus fascinant que terrifiant. Ce que vous nous racontez là est terrifiant pour la biodiversité. C'est terrifiant, mais c'est l'histoire des espèces. C'est pas la première espèce exotique envahissante. Il est certain que la nature trouvera un mode d'adaptation au fil du temps à ce phénomène. Le rôle de l'homme dans tout ça, c'est d'essayer de réparer son erreur, puisque c'est lui qui a introduit le poisson dans l'Atlantique, eh bien qu'il essaye de freiner son expansion pour laisser le temps à la nature de s'adapter et de s'organiser pour que le dommage à la biodiversité soit minimum. Est-ce qu'on peut aujourd'hui contrôler ces populations? On dit que le seul prédateur connu aujourd'hui, c'est l'homme. Exact. C'est un poisson qui n'a pas de prédateur naturel. Hein. On sait que les mérous, les murènes, les barracudas, les requins sont susceptibles. J'ai lu un témoignage d'un plongeur qui dit « J'ai vu une murène avaler un poisson-lion ». C'est possible, ça? C'est possible, mais c'est incomplet. Il aurait fallu que le plongeur en question vous dise si le poisson-lion avait été déjà chassé, blessé et offert à la murène pour essayer de lui apprendre, ou si elle l'a attaqué d'elle-même. C'est probablement la première hypothèse qui est la bonne. Rares sont les cas certifiés d'attaque de poisson-lion vivants par des prédateurs naturels des Caraïbes. Tout ça pour vous dire que il y a des prédateurs potentiels en Caraïbes, mais qu'aujourd'hui, faut pas compter sur eux pour agir efficacement. Le seul prédateur efficace, c'est l'homme. Oui. On parle de la Guadeloupe et de la Martinique, mais il faudrait parler de la Caraïbe, voire de la grande Caraïbe, pour lutter contre ce prédateur qui est envahissant, on l'a vu. Il faut une action concertée. Absolument, et on en est loin. J'ai découvert dans mes recherches que il y a une quantité d'acteurs qui sont en charge de ce sujet-là. Vous avez des acteurs de rang internationaux, c'est-à-dire que les États-Unis, le Mexique et les Nations Unies elles-mêmes, au nom de tous les autres États, se sont regroupés au sein d'un comité qui s'appelle le Comité régional Poisson-Lion en français, et qui s'adjoint également les avis d'experts internationaux. Et ce comité a pour objectif de d'édicter des bonnes pratiques sur l'organisation de la lutte contre l'invasion du poisson-lion. Et en Guadeloupe et en Martinique, les organismes qui sont en charge de cette lutte sont les directions de l'aménagement
de l'équipement et de l'aménagement et du logement, les DEAL. Et elles sont relayées sur le terrain par les organismes gestionnaires que sont les réserves et puis le monde associatif. Il y a beaucoup de gens qui commencent à œuvrer dans ce sens-là, mais il faut vraiment l'adhésion de la population, in fine. Revenons un peu à la Guadeloupe et à la Martinique. Est-ce qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus infestées que d'autres, par exemple? Alors là, je vais vous apporter mon témoignage de chasseur. Il est clair que les zones où il y a du récif sont plus infestées que celles où il y a des étendues de sable. Parce que le poisson-lion a besoin malgré tout de l'environnement du récif, puisque c'est là qu'il va trouver ses proies. Oui. Par exemple, on disait du côté de Chelcher en Martinique, c'en était... Alors, voilà. La Martinique, toute la côte sous le vent est infestée, mais il faut pas en déduire qu'il n'y a pas trop de poissons-lions côté Atlantique. C'est parce que ce sont des zones qui sont moins faciles à pêcher ou à plonger qu'on n'y va pas. Mais ne vous faites pas d'illusions, le poisson est là. C'est comme en Guadeloupe, toute la côte, le croissant bananier où on ne va plus pêcher, et parce que c'est d'abord interdit à cause de la chlordécone, mais ensuite parce que c'est exposé au vent, c'est rempli de poissons-lions. Oui. Alors, vous venez de prononcer le mot chlordécone, on va passer à la question. C'est un poisson vorace, mais c'est un poisson qui est bon aussi à manger. Il suffit d'enlever les filets. Vous allez nous dire comment tout à l'heure. D'abord, une question. Ce poisson est-il vraiment comestible? Parce que dans la communication qui en est faite, on dit attention, il y a la question du chlordécone. Alors, il faut absolument lever une ambiguïté sur ce point-là. Ce poisson est parfaitement comestible et c'est en plus un des meilleurs poissons que vous puissiez trouver. Le fait qu'il soit susceptible, dans certains cas, d'être soumis à la ciguatera ou la chlordécone ne vient pas du fait que c'est un poisson-lion. C'est parce que il aura, pour cet exemplaire-là, été trouvé dans une zone qui est elle-même sujette à chlordécone ou ciguatera. Mais ça n'a rien à voir avec son caractère de poisson-lion. Il suffit de manger du poisson qui vient de zones de pêche autorisées. Point. Alors, c'est un animal vorace, on l'a vu, c'est un prédateur absolu et un envahisseur impitoyable. Est-ce qu'il n'a qu'un point faible? C'est son excellent goût. En effet. Alors, Vous m'avez livré quelques recettes là tout à l'heure qui nous font saliver. Alors, je suis effectivement un peu gourmet et l'intérêt que j'ai eu pour ce poisson, au-delà du fait que ça me permettait de chasser autre chose que les poissons que je chassais traditionnellement, c'est que à l'arrivée vous faites des heureux. C'est un poisson qui est facile à travailler dès lors que vous l'avez débarrassé de ses épines, et il faut pas s'en faire un monde, il faut être simplement un peu prudent et adroit. Vous avez un poisson qui est magnifique à travailler, les filets se lèvent sans pratiquement aucune arrête, la cuisson est extrêmement rapide, vous pouvez le manger en toute sauce. Les recettes traditionnelles, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité, il peut se manger cru, en carpaccio, en tartare, enfin c'est un plaisir. Les mêmes en brochette, puisque vous nous avez amené ici des arêtes, et j'ai vu que des restaurateurs prenaient ces arêtes et fabriquaient des brochettes. Oui, tout à fait. C'est une astuce de présentation qui a le mérite de stimuler l'imaginaire des gens et de les intéresser davantage. Oui. Il y a deux façons de faire les pics. Soit vous les nettoyez, soit vous les faites frire avec leur peau. Elles sont encore plus jolies dans ces cas-là. Oui. En tout cas, ce livre est intéressant dans la mesure où il donne une information scientifique, populaire et accessible au public, et puis des recettes, ce qui est agréable. Dites-moi, comment transformer en opportunité finalement des millions de poissons-lions qui sont présents dans les eaux de la Caraïbe? Alors effectivement, là je pense qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Cette fatalité, on ne pourra pas l'éliminer puisque l'éradication du poisson-lion est désormais une vue de l'esprit. Il faut s'organiser, et pour s'organiser, il faut transformer ça en opportunité. On voit fleurir aux États-Unis des business qui démarrent sur le poisson-lion. Vous avez des gens qui font des conférences, vous avez des gens qui vendent du matériel de chasse, vous avez des artistes qui donnent libre cours à leur imagination sur ce poisson qui est quand même une très belle source d'inspiration. Vous avez des gadgets qui apparaissent, vous avez des coques de téléphone, vous avez des figurines dans les aquariums. Enfin, comme c'est un poisson qui est magnifique et qui est stimulant pour l'imaginaire, faites confiance, vous aurez toujours des gens pour trouver le moyen de valoriser autrement que par l'alimentation cet animal. Poisson-lion chez CITEP Éditions, et c'est signé Éric Roland. Merci d'avoir été avec nous.